Un explorateur enquête secrètement sur un héros de bande dessinée. Sa mission, trouver des araignées dotées de super pouvoirs. Les voilà. Il communique avec elles. Il voit avec les mêmes yeux qu'elles. Il se déplace sous terre. J'y crois pas, j'en ai trouvé une. À la recherche d'un spécimen géant. Vous mériteriez que je vous consacre une BD, vous êtes un super-héros. Qui est cet homme? Dans une ville anglaise ordinaire, un bureau ordinaire, un immeuble ordinaire, un homme mène une existence extraordinaire, une double vie. Martin Nicolas. Martin vend des systèmes de traitement des eaux. Quel débit? Je vous dis ça de suite. Mais ce n'est qu'une façade, dissimulant de secrètes aventures. Pour le prix, ça doit tourner autour de 4 000 €. D'accord? Marcus, je vais m'absenter quelques semaines. S'il te manque des détails, passe un coup de fil au bureau. Oui, à bientôt. Bye bye. Martin habite une église désaffectée au fin fond de la campagne anglaise, avec sa femme et quelques amis intimes. Martin est l'un des plus grands experts anglais de Mygale. Il passe tout son temps libre à voyager dans des contrées lointaines et méconnues. Il découvre des araignées rares, prend des quantités de notes, puis il publie ses travaux. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu la passion des araignées. Dans l'un de mes plus vieux souvenirs, je me promène dans des chemins de campagne, là où vivait ma grand-mère, et je donne des insectes à manger aux araignées qui nichent dans les haies. Martin est aussi fasciné par Spider-Man. Adolescent, le héros a été mordu par une araignée, ce qui lui a conféré sa force et 2 autres super-pouvoirs. L'aptitude à grimper sur des parois verticales et à lancer des fils incroyablement solides. Martin se prépare à partir en mission pour déterminer si oui ou non les araignées détiennent ces capacités peu communes et d'autres que Spider-Man aurait trouvé bien utiles. Il emporte des accessoires insolites. L'expédition de Martin débute par une visite au royaume de l'illusion. Son but, remonter aux origines de l'homme araignée. Il va rencontrer celui qui a conçu Spider-Man et son univers de papier. L'auteur de la BD, Stan Lee. Qu'est-ce qui a fait naître Spider-Man? Une histoire d'araignée pas comme les autres? Je voulais inventer un super-héros doté de pouvoirs inédits. Pendant que j'y réfléchissais, j'ai vu une mouche marcher sur le mur. Alors je me suis dit que ce serait une idée. Un héros qui pourrait se déplacer sur une paroi verticale comme un insecte. Quand on crée un super-héros, la première chose à faire, c'est de lui trouver un nom qui colle bien. J'ai pensé à Insectman. Ça n'allait pas. Puis à Mosquitoman. Encore pire. Flyman, peut-être. J'ai fait ainsi toute une liste de bestioles rampantes et finalement j'ai pensé à Spider-Man, l'homme araignée. Et je me suis dit, pas mal, Spider-Man. Une légende était née. Mais pourquoi Stan ne donna-t-il à Spider-Man que certaines aptitudes des araignées? C'était tout ce que je savais à leur sujet, qu'elles grimpaient au mur et qu'elles tissaient des toiles. Stan ignorait un grand nombre de leurs qualités. Elles produisent un venin et vont parfois jusqu'au meurtre. Ah bon? Les araignées produisent du venin? Mais oui, Je ne sais toujours pas. Leur squelette se trouve à l'extérieur de leur corps. ça s'appelle un exosquelette. Je l'ignorais. Maintenant vous savez. Ma parole, elle est de la même taille que notre...
Nous avons un chihuahua guère plus gros que ça. C'est la plus grosse de toutes? Oh non, les plus grosses font 30 cm de diamètre. 30 cm? Ça a de large? La plus grosse araignée du monde s'appelle Mygale de Leblon. Donc, comparée à la géante, celle-ci est une minus. Non, elle est moyenne. Pas de quoi impressionner. Moi, je veux voir la grosse. 30 cm de large. Oui, c'est ça. La taille d'une grande assiette. Dites donc, j'ai choisi le bon insecte. Arachnide, je veux dire. Arachnide. Faut que je prononce ça comme chez vous. Arachnide. C'est comme patate. Ça ne se prononce pas pareil en Amérique et en Angleterre. Oui, je connais le problème. Ma femme est anglaise. Allons donc. Stanley a-t-il donné à Spider-Man des super-pouvoirs conformes à la réalité? Et parmi les autres dons naturels des araignées, lesquels auraient pu rendre service au héros? Martin commence son enquête dans le désert de l'Arizona. C'est vrai que ces paysages sont spectaculaires. Bien avant que les dinosaures se promènent dans le secteur, des cousines des araignées se cachaient déjà ici, dans les fissures, dans les buissons. Je suis là pour trouver leurs descendantes. Certaines sont exactement les mêmes qu'à l'ère des dinosaures. Et beaucoup d'entre elles sont dotées de super pouvoirs que Spider-Man leur aurait sûrement enviés. Spider-Man arrive à détecter ce qu'il ne voit pas. Les vraies araignées en sont-elles capables aussi? Martin pense trouver la réponse auprès de la plus grosse et de la plus ancienne mygale du désert, l'Aphonopelma chalcodes. C'est l'endroit idéal pour trouver ces araignées primitives. Voici un terrier. Juste ici. On sait qu'il abrite une espèce très primitive parce qu'il est couvert de soie. Ces araignées ne s'en servent pas pour capturer leur proie, comme dans une toile, mais pour tapisser leur nid afin de se cacher des prédateurs. Voyons si elle est chez elle. Enfouie à 60 cm sous terre, cette araignée sent-elle quelque chose bouger à la surface? Normalement, elle devrait mordiller. Ça y est, elle a attrapé la brindille. La voilà qui apparaît. Elle n'y va pas de main morte. Elle sait se défendre et se protéger. Je ne pense pas qu'elle sorte de son trou en plein jour. Cette araignée est nocturne. C'est pourquoi Martin reviendra plus tard vérifier comment elle arrive à détecter ce qu'elle ne voit pas. Pour cela, il emploiera quelques curieux accessoires. Entre-temps, il part à la recherche d'une primitive cousine des araignées dont le mode de défense paraît sorti d'une œuvre de science-fiction. Voilà exactement le genre d'endroit que je recherche. Nous sommes sur la berge d'une rivière asséchée. Il y a plein de rochers. Ah, génial. Regardez ça. C'est un uropyge. On l'appelle aussi vinaigrier. Sans être une araignée, c'est l'espèce qui en est le plus proche. Comme vous voyez, il a 8 pattes, 2 appendices modifiés à l'avant et une énorme paire de pinces écrasantes. Dans le genre bestiole rampante, on n'a pas fait mieux. On va essayer d'observer son système de défense, car il est plutôt spécial. Allez, entre mon petit. Martin utilise des produits toxiques. Un mélange d'hydroxyde de potassium et de phénylphtaléine. Ceci réagit à la présence d'acide. Plaçons maintenant notre volontaire sur le papier réactif. On va voir si l'uropyge consent à faire une démonstration de son mécanisme de défense. Oh, regardez ça. Oh, la vache.
Ça sent le vinaigre à plein nez. À une concentration pas possible. Regardez. Regardez. Vous voyez ces points blancs? C'est de l'acide acétique. Autrement dit, du vinaigre. Le vinaigre de cuisine est concentré à environ 5%, contre 84 pour l'acide acétique que produit le vinaigrier. Supposons que je sois un prédateur, que je morde cet uropige, et qu'il m'en asperge plein la bouche, la tête, ou pire, plein les yeux. Oh, je ne vous dis pas. Essayez d'en mettre dans votre vinaigrette. Ce système de défense résulte d'une incroyable adaptation. Je me demande quelle partie Spider-Man aurait tiré d'un tel pouvoir. Pour effectuer ses recherches, Martin exploite un sens primordial chez l'être humain, la vue. Si une telle araignée l'avait mordu, la vue de Spider-Man aurait peut-être été plus puissante. C'est une araignée sauteuse. Même un arachnophobe n'aurait pas trop peur de ces petites araignées, à cause de leur bouille sympathique. Aucun autre animal n'a une meilleure vue qu'elle. Ni l'aigle, ni le faucon, ni le guépard. Une optique quasiment parfaite. Alors que sa proie n'a que 2 yeux, cette araignée en a 8. La première paire d'yeux sert à la vision périphérique de chaque côté. Elle détecte les mouvements avec une incroyable acuité. Donc si quelque chose remue par ici, ou par là, comme ci ou comme ça, elle tourne immédiatement la tête pour regarder avec ses 2 principales paires d'yeux à vision binoculaire. Celle-ci permet de définir les distances avec une incroyable précision. Quand on se déplace par bond, c'est très important. Elles peuvent franchir d'un bond l'équivalent de 30 fois la longueur de leur corps. C'est comme si nous pouvions faire des sauts de 50 mètres de long. Mais la pièce maîtresse de cette optique, c'est leur autre paire d'yeux à côté des yeux binoculaires. Il fonctionne un peu comme ceci. Ils agrandissent les vues binoculaires en rapprochant un objet qui peut être très éloigné et que les yeux binoculaires ne pourraient percevoir par eux-mêmes. Ces yeux fonctionnent donc en collaboration avec les 2 paires principales, les binoculaires. Grâce à ça, ces araignées sont d'extraordinaires petites chasseuses. Et je reconnais qu'elles ont l'air moins bêtes que moi avec cet attirail. Avec tous ces yeux, la proie n'a aucune chance de s'en sortir. Une fois la nuit tombée, la Phonoplema chalcodes exploite un sens comparable à l'un des super-pouvoirs de Spider-Man, l'aptitude à détecter un être qui se déplace mais qu'elle ne voit pas, en l'occurrence une proie. Ce sens est tellement aigu que quand la mygale est au fond de son trou, elle arrive à faire la distinction entre l'approche d'une victime ou celle d'un mâle venu l'inciter à l'accouplement. Pour comprendre comment elle y parvient, Martin va pénétrer l'univers de la mygale. Mais pour cela, il doit d'abord capturer un mâle. Le meilleur moyen, c'est de rouler au ralenti, pour les voir traverser la route, dans la lumière de nos phares. En voilà un. En voilà un. Regardez ces crochets qui sortent. Il veut me pincer. Sage. Parfait. Pour nous, les pas d'une mygale ne font aucun bruit.
Mais pour une migale femelle, c'est très important lors du processus d'accouplement. Je vais vous emmener dans un monde de vibrations. Nous allons découvrir comment une femelle écoute les avances d'un mâle. Martin extrait un nouvel accessoire de son étrange panoplie. Nous allons introduire ce micro à haute sensibilité dans ce ballon. Avec un peu de chance, le ballon va amplifier des sons audibles pour les araignées, mais pas pour nous. C'est là que ça se complique. C'est bon, le micro est dans le ballon. Veillons à ce qu'il n'éclate pas quand même. Je vais maintenant relier mes écouteurs au micro. Comme ça j'entendrai, et vous aussi par la même occasion, à quoi ressemblent des bruits de pas de migale. Martin ne va pas entendre exactement la même chose que la migale femelle, qui ressent les vibrations à travers le sol, mais l'effet sera similaire. C'est génial. Ces pas font tic-toc. C'est fabuleux d'entendre ça pour la première fois. Le bruit des pas, tel que doit l'entendre la femelle dans son terrier. Croyez-moi, si j'étais une migale femelle, je tomberais sous le charme. C'est vraiment réussi. Avec un sens aussi aigu, la femelle n'a aucune difficulté à faire la distinction entre un insecte et un congénère mâle. Cela devrait donc ne pas entraîner un comportement prédateur, mais l'inciter à l'accouplement, ce que Martin espère bien observer. Il faut procéder tout doucement. Voilà, le terrier de la femelle est juste ici. On ne la voit pas émerger. On va la guetter. Martin n'aura pas à attendre longtemps. Par là, dans l'obscurité, j'aperçois un mâle qui s'approche. Oui, le voilà. Les mâles trouvent le terrier des femelles à l'aide des phéromones. Ça y est, on entend un premier pas. Les vibrations, vous vous souvenez? Il tambourine avec ses palpes. Du fond de son terrier, la femelle le ressent. Si elle réagit favorablement, elle va tambouriner elle aussi, ce qui encouragera le mâle à poursuivre. La voilà. Un peu agressif comme réaction. Elle est canon, hein? Quelque chose d'extraordinaire se déroule sous nos yeux. La femelle obstrue son terrier avec de la soie pour empêcher le mâle d'y pénétrer. Ça veut dire qu'elle porte déjà des œufs, ou bien qu'elle est sur le point de muer, ou tout simplement qu'il n'est pas son type. Quoi qu'il en soit, elle lui bouche l'accès au terrier. C'est donc qu'elle ne manifeste aucune réaction sexuelle à ses avances. Il a une patte juste au bord du terrier qu'elle a calfeutré avec de la soie. Il est du genre obstiné, ce petit gars.
Wow. Elle est sortie. Oh dear. This is not Pour une idylle, c'est raté. Elle vient de planter 2 crochets derrière la tête de notre pauvre petit mâle. Ça doit faire mal. C'est arrivé en un clin d'œil. Il l'a trouvée, sa femelle, mais pas comme il l'espérait. Je crois qu'il a déclenché cette réaction en écartant le rideau de soie que la femelle avait tiré en travers de l'entrée. Elle n'est pas d'humeur à badiner, c'est clair. Elle va traîner ce malheureux sous terre pour l'achever tranquillement. Il est intéressant d'observer que les mâles adultes sont toujours prêts, sexuellement parlant, alors que les femelles, c'est seulement par période. C'est une sorte de loterie pour le mâle, qui ne trouve pas forcément une femelle qui l'accepte. Et voilà. C'était incroyable. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Spider-Man aurait peut-être eu le même comportement s'il s'était appelé Spider-Woman. Martin quitte l'Arizona, où il a démontré que les vraies araignées détectaient les mouvements avec la même acuité que le héros. Et il y a découvert 2 super-pouvoirs dont Spider-Man est dépourvu. L'aptitude à projeter de l'acide et la vision télescopique. La prochaine étape de Martin sera le sud du Mexique. Il y recherchera une araignée qui, bien qu'aveugle, présente le don mystérieux de trouver son chemin même dans l'obscurité totale. Chez elle, un sens étrange a dû se substituer à la vue. Il existe au Mexique l'une des mygales les plus rares et les plus curieuses du monde. Voici ce qu'écrit celui qui l'a découverte. Nous avons trouvé une espèce troglodytique de couleur pâle et à longues pattes. Elle se déplaçait sur un banc d'argile dans les grottes du Rio San Antonio. Seuls quelques rares scientifiques ont vu cette mygale troglodytique vivante. Je rêve d'en faire partie. C'est l'une de mes grandes ambitions. En route pour les grottes, Martin cherche une araignée qui tisse une remarquable qualité de soie, comparable à celle qu'utilise Spider-Man pour prendre ses ennemis au piège. Elles tendent leur fil entre les arbres ou entre les poteaux de clôture au bord des routes. Voici donc le meilleur moyen d'en trouver. Pour repérer une toile depuis une voiture en mouvement, il faut avoir des yeux aussi perçants que l'araignée sauteuse. Gracias. Je crois qu'on en a une. C'est exactement ce que je cherchais. La néphile dorée. De toutes les araignées, c'est elle qui produit la soie la plus solide. Une toile comme celle-ci stoppe net une abeille lancée à 30 km/h. On sait qu'elle peut prendre au piège de petits oiseaux, des chauves-souris. Si on tissait avec cette soie un filin de l'épaisseur de mon pouce, il serait assez robuste pour soulever un avion. Ne me demandez pas qui a tenté l'expérience. En Indonésie, les gens fixent ces toiles sur de grands anneaux de bambou en guise de filets de pêche. Vous comprenez pourquoi? C'est comme du nylon, d'une solidité incroyable. Et par-dessus le marché, cette araignée est magnifique. Cette robustesse et cette souplesse sont 2 caractéristiques que Stan Lee décrit avec une exactitude parfaite dans sa bande dessinée. Une petite démonstration de la solidité de ce matériau. Voici une balle de ping-pong. J'en profite pour faire la preuve de mon habileté. Cette toile est tellement solide. Même si je lançais cette balle de toutes mes forces, elle ne passerait pas au travers. Elle a prise au piège. Tu permets que je récupère ma balle? Pour sa part, l'araignée se sert de sa toile pour attraper des proies, bien entendu.
Des papillons, par exemple. L'araignée ressent les vibrations du papillon qui se débat. Elle mord sa victime en lui injectant du venin. Elle produit une soie ultra résistante et enveloppe le papillon. Elle le suspend à sa toile et l'accommode pour le manger. Elle injecte de puissantes enzymes dans le paquet, puis elle aspire le liquide, à moitié digéré. Martin, qui s'est remis en quête de la mygale troglodytique, rencontre un spéléologue, Peter Sprouse. On doit y être. C'est le secteur indiqué dans le document? C'est ça. Cette colline là-bas est truffée de grottes. Super. Bonjour, comment ça va? Bien. La grotte n'est pas loin. Environ 1,5 km. Tu peux nous mener jusqu'à l'entrée? Il va nous guider? Parfait. On y va. Ça, c'est du roc. Ça en a tout l'air. C'est sûrement du calcaire. Ah oui, il y a une entrée là. Ça a l'air accessible. Plutôt raide quand même. Oui. Il arrive qu'elle soit inondée, cette grotte? Oui, il faudra sans doute nous mouiller un peu. D'accord. Et même faire un peu de natation. On va voir. Du moment qu'on trouve des araignées. Ces grottes sont le seul endroit au monde où vivent ces araignées aveugles. Spectaculaire, cette grotte. On appelle ça des nodules de Chert. Des nodules de Chert? En voilà un, non? C'est du silex. Oui. Ouais. Je n'ai pas encore trouvé d'araignées. Je pense que ces grottes s'enfoncent sur des kilomètres. Ce n'est pas comme une aiguille dans une botte de foin, mais c'en est pas loin. Ils découvrent un tunnel praticable Oh, qu'est-ce que c'est que ça? et un habitant des grottes. Qu'est-ce que tu as trouvé? Oh, regarde ça. Ah, une écrevisse aveugle. Ça alors. Elle n'a pas d'yeux. Pas Dieu du tout. Pas la moindre trace d'yeux. C'est mignon, hein? Absence de couleur. Typique des animaux qui vivent dans les grottes, n'est-ce pas? Pas de pigmentation du tout. C'est parce qu'ils n'y voient pas, bien entendu. Inutile de se camoufler. Pas de parade amoureuse multicolore non plus. C'est sûr. Elle a de grandes antennes. Pour s'orienter dans l'eau. Pour tâter le terrain. Tout au feeling. Elle m'a attrapé la main. Des deux pinces. Au catch, cette prise s'appelle un full Nelson. Génial, cette bestiole. Bon, je l'ai assez embêté. Remettons-la à sa place. L'écrevisse aveugle portera chance à Martin et Peter qui s'enfoncent dans la grotte. Ils en ratissent les parois. Et enfin... Martin? Je crois que j'en ai une. Oh là là, regardez ça. C'est sans aucun doute une mygale, de couleur très claire. Elle est tellement différente de celles qui vivent au dehors. Je n'arrive pas à croire qu'on en ait trouvé une. Même s'ils sont incolores, ses poils prennent une couleur cuivrée à la lumière. La surface de l'animal est transparente. On voit son sang de couleur brune. À première vue, elle ne ressemble pas du tout à une mygale. Elle a des pattes très longues et fines. On dirait le genre d'araignée qu'on trouve dans sa baignoire. Mais celle-ci passe toute sa vie dans le noir absolu. Elle repose complètement sur son sens tactile. Tout son corps est couvert de poils d'une finesse extrême. Vous voyez, même l'infime souffle d'air qui arrive de derrière moi suffit à les faire bouger.
Tous ces poils doivent être reliés au système nerveux central. Cette mygale doit savoir non seulement d'où vient le déplacement d'air, mais ce qui le provoque. Si je remue juste la main comme ça, elle va le sentir. Si on heurte la paroi, elle le sentira aussi par le bout de ses pattes. Elle est parfaitement adaptée à vivre dans l'obscurité complète. Pas d'yeux, ils lui sont inutiles. Ici, il n'y a jamais de lumière. Pour chasser, il lui suffit de sillonner les parois. Je n'arrive pas à croire que je sois aussi près d'une des araignées les plus rares de la planète. On n'en trouve nulle part ailleurs que dans ces grottes. Incroyable. Je vais essayer de la prendre dans mes mains. Elle risque de se sauver. J'essaie quand même, en douceur. Je n'aurais jamais cru que je pourrais le faire. Tenir une des mygales les plus rares du monde dans mes mains. Elle se laisse faire. Oh, elle est géniale. Allez, on la remet. Merci de m'avoir amené jusqu'ici. C'est absolument fantastique. On a parcouru des centaines de mètres à la recherche d'une mygale de rien du tout, brunâtre et aveugle. Je suis plein de boue, trempé jusqu'aux os, j'ai de l'eau plein les bottes, je me suis fait agresser par une écrevisse, mais je n'aurais raté ça pour rien au monde, je vous assure. L'aventure mexicaine de Martin est terminée. Il a trouvé une araignée fabriquant une soie aussi résistante que celle de Spider-Man et une autre apte à évoluer dans l'obscurité totale, un don qui aurait sûrement été utile aux super-héros. La destination finale de Martin est l'Amérique du Sud et ses forêts tropicales. Il arrive à Cayenne, capitale de la Guyane. Il a entendu parler d'extraordinaires espèces qui vivent dans la jungle locale, et notamment de la plus grosse du monde, la mygale de Leblon. La trouver dans la nature sera peut-être plus difficile qu'il l'espérait. Quand j'ai décidé de venir en Guyane pour trouver la mygale de Leblon, je ne m'attendais pas précisément à ça. Ici, les rues sont pleines de boutiques de souvenirs qui vendent des mygales de Leblon par milliers, dans des petites boîtes comme ça. Si ici, elles sont toutes dans ces boîtes, je risque d'avoir du mal à en trouver dans la nature. Vous voyez, le problème, ce n'est pas les gens qui les capturent, ni ceux qui les mettent en boîte, ni même ceux qui les vendent. Le problème, c'est nous, les gens qui les achètent. Elles sont tellement mieux dans la nature. Je vous en prie, n'en achetez pas. Pour avoir quelque chance de trouver une Leblon vivante, Martin doit s'enfoncer dans la forêt pluviale. Ce n'est pas difficile dans ce pays qui en est couvert à 80%. Martin a du mal à trouver un terrier assez grand pour abriter cette mygale géante. Ah, voilà qui pourrait convenir. Oui, ça ressemble déjà plus à ce que nous cherchons. Un gros trou circulaire. Là, le Leblon ne creuse pas de terrier, faute de moyens pour le faire. Elle s'installe dans des terriers abandonnés par des rongeurs ou par des crabes terrestres. Voyons ça de plus près. Encore un gadget. Cette mygale Cam est une vieille copine, un miracle de haute technologie entortillé de Chatterton, et pour la première fois équipée d'un micro. Ça, c'est une lampe pour éclairer le terrier. Voilà la caméra à proprement parler, dont je récupère les images sur le caméscope. Et bien entendu, pour soutenir le tout, le châssis mobile.
La plus grosse mygale du monde se trouve-t-elle dans ce trou? Ça fait un coude. C'est très profond. Mais je ne vois aucun fragment d'exosquelette ou d'insecte qu'elle aurait mangé. Il n'y a pas de soie là-dedans et rien n'indique qu'il y en ait eu récemment. Il est possible qu'elle se soit fait manger par un autre animal ou qu'elle ait simplement déménagé. Ou dans le pire des scénarios, que quelqu'un l'ait ramassée, enfermée dans un pot avec de l'alcool et placée sous verre. J'espère que ce n'est pas le cas. C'est trop dommage. La chasse continue. L'exploration de Martin l'emmène dans la partie la plus humide de la forêt. Ici, il n'y a pas de mygale terrestre, pour des raisons évidentes. Cette zone est inondée 8 mois par an. En revanche, on y trouve cette espèce, la mygale matutu. Elle vit dans les arbres. Une naturaliste avait baptisé ces mygales les mangeuses d'oiseaux, car elle en avait vu une attraper un colibri en train de butiner. Elles ont acquis au fil du temps un incroyable système de défense. Lorsqu'un prédateur s'approche d'elle, le long d'une branche, elle se jette dans le vide et se laisse porter, un peu comme une graine de pissenlit, jusqu'au sol ou, comme ici, jusqu'à l'eau. Nous allons sans doute en avoir une excellente démonstration grâce à ma petite amie ici présente. Bravo. Si cette mygale ne coule pas, c'est parce qu'elle a le corps couvert de poils très fins qui repoussent l'eau. Elle flotte comme un radeau en agitant juste les pattes pour avancer. Elle est donc parfaitement adaptée à la vie dans cette forêt inondée. C'est une mygale sauteuse et nageuse. J'ignore s'il est arrivé à Spider-Man d'avoir besoin de nager, mais en tout cas, il aurait pu prendre des leçons auprès de cette petite bête. Oh, il est méchant cet arbre, regardez ses épines. C'est dangereux ici. Les araignées sont en général des solitaires. On n'en rencontre qu'un spécimen à la fois. Mais Martin découvre une exception. Cette araignée vit en société et construit des toiles gigantesques. Comme tant d'autres espèces que j'ai rencontrées, le sens tactile est primordial pour celle-ci. Les vibrations lui indiquent un mouvement sur la toile. Afin d'illustrer cela, nous allons nous servir de ce diapason, avec lequel nous allons simuler les vibrations produites par les ailes d'un gros insecte, une abeille qui se prend dans la toile par exemple. Observons ce qui se passe. Ah, les voilà. Elles affluent par centaines en haut de la toile. C'est incroyable. Mais c'est exactement comme ça qu'elles attrapent leur proie. Dès qu'une victime est prise au piège de cette vaste toile, toutes les araignées sentent vibrer les fils auxquels touchent leurs pattes. Et alors elles accourent en masse. Ça fonctionne vraiment bien. Allez, allez. Merci. Désolé les copains. Rien à manger ce coup-ci. Ces araignées sociables peuvent, en joignant leurs forces, vaincre des proies beaucoup plus grosses qu'elles ne le feraient toutes seules. Si Stanley l'avait su, il aurait peut-être créé des bataillons de Spider-Man. Martin reprend sa chasse à l'araignée géante. J'ai trouvé un autre terrier très prometteur. Il y a beaucoup de soie autour, c'est un signe. En plus, il se trouve non pas au ras du sol, mais sur un petit monticule. C'est typique de la Leblon. Jetons un œil au cas où il serait habité. Oh, il est profond ce terrier.
C'est celui d'une mygale, ça ne fait pas de doute. Il y a de la soie partout à l'intérieur. Je crois qu'on est arrivé au bout et il n'y a rien. Dommage. Ça s'annonçait bien pourtant. Martin est bredouille. Demain, il lui faudra de l'aide pour poursuivre sa quête de la Leblon. Mais avant d'aller se coucher, il cherche à savoir ce qui guette, tapis dans le noir. Il tombe face à face avec une vieille connaissance posée sur ses œufs. Ah, je m'en doutais que j'allais en trouver ici. La plus dangereuse du monde, l'araignée errante du Brésil. Son venin est 18 fois plus dangereux que celui de la veuve noire, 10 fois plus que celui de l'araignée recluse brune. Elle est d'une agressivité exceptionnelle, c'est pourquoi je fais très attention. J'ai de l'adrénaline à forte dose dans les veines en ce moment. Tant qu'il n'y avait pas de sérum antivenimeux, des milliers de gens mouraient chaque année après s'être fait mordre par une de ces araignées. Le moindre mouvement déclenche chez elle une violente réaction de défense. Par exemple, il arrive que si on en dérange une en balayant, elle grimpe le long du manche jusqu'à votre main. Beaucoup de gens se font mordre comme ça. Un ami à moi s'est fait mordre par une araignée errante du Brésil qui s'était cachée dans son pantalon. Vous imaginez ? Quand il a enfilé son pantalon, il ne s'est rien passé. Mais un peu plus tard, il a dû traverser un ruisseau. L'eau a fait pression sur le pantalon et c'est alors que l'araignée l'a mordu, en haut de la jambe. Il m'a dit avoir poussé un cri tellement aigu que seuls des chiens auraient pu l'entendre. Il a foncé à l'hôpital où on lui a administré du sérum. Il a survécu. Essayons de provoquer cette réaction de défense. Je ne veux pas trop la déranger car elle surveille son sac d'œufs. Si elle le prend mal, je vais devoir réagir vite moi aussi. Elle a sorti ses crochets. Ah, ça y est, elle s'agrippe. Elle plante ses crochets dessus. Elle y va carrément. Heureusement que ce n'est pas ma main. Vous vous rappelez l'histoire du balai? Ceci n'est pas aussi long. La voilà qui me regarde. J'ai plus de respect pour elle que pour toutes les araignées que j'ai rencontrées jusqu'à présent. Si Stanley voulait créer un ennemi de taille à Spider-Man, il ferait bien de prendre l'araignée errante comme modèle. Le lendemain matin, Martin part à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'aider à trouver la mygale de Leblon. On l'oriente vers Franklin. Dites-moi, Franklin, vous pourriez m'emmener dans la forêt pour me montrer où niche la grande mygale? Si vous voulez. Demain, par exemple. Ça serait parfait. Merci beaucoup. Nous avons trouvé le guide idéal, un spécialiste. Au cœur de la forêt tropicale, Martin est peut-être enfin sur la piste de la plus grosse araignée du monde. C'est vraiment difficile d'accès. Ça fait 3 heures que nous marchons, et si Franklin n'était pas là, je me serais perdu. Martin est à la recherche d'une formidable araignée.
lorsqu'on dérange une grosse mygale, elle projette de minuscules particules de poils qui envahissent les muqueuses du nez et des yeux, provoquant une intense irritation. Elle est là, dans le creux de l'arbre. Je n'en ai jamais vu comme ici, au pied d'un arbre pourri. Sortons notre mygale cam. Essai. 2, 3. C'est bon. Tiens. Ça doit être une patte. C'est une patte. Et voilà l'abdomen. Et les pattes. Oh, elle se tourne. Quel monstre! Regardez la longueur de ses pattes. C'est vraiment une très très grosse araignée. Impossible d'estimer sa taille. Mais elle dépasse largement celle de la mygale cam, c'est sûr. Oh. Vous entendez? Vous entendez ce bruit de stridulation? C'est l'un de leurs principaux moyens de défense. De part et d'autre de la bouche, elles ont des poils très très épais, qu'elles frottent les uns contre les autres. Ça fait un bruit de friture, un peu comme celui que produit le serpent à sonnette, exactement dans le même but. Ça sert d'avertissement. On va passer outre et voir ce qu'elle fabrique. Ah. Elle m'avait prévenu qu'elle allait mordre. Je transpire à grosses gouttes. Son terrier a l'air profond, mais elle le défend de son corps et de ses crochets. Elle émet son sifflement, et quand nous sommes entrés dans le trou, elle a projeté des poils. Elle a mis en marche tout son arsenal de défense. Comme pour dire, vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en. En remuant ma pince tout doucement dans le terrier, je vais essayer de la faire sortir. Oh! La voilà. Vous avez vu sa taille? Je vais faire maintenant quelque chose de vraiment pas recommandé. Je vais essayer de la saisir. Je n'aurais jamais cru que je ferais ça. Elle projette des poils. Ça va pas tarder à me démanger. Regardez ces crochets. Ils font 2 ou 3 centimètres de long. C'est le plus gros arachnide du monde. La mygale de Leblon. Pourquoi je persiste à la tenir? J'ai les mains qui tremblent. Ces crochets, en cas de morsure, ils font vraiment mal. Son venin n'est mortel que pour de petites proies. Mais vu sa taille, elle doit pouvoir s'en prendre à de petits serpents, des lézards, ou même un rongeur qui passerait par là, par exemple. Les pattes déployées, elle doit bien faire 20 à 25 cm de large. Quand j'avais 5 ans, on m'a offert un livre où il y avait une photo grandeur nature de cette mygale géante. Je pense que c'est là que je suis devenu accro aux araignées.
Je n'aurais jamais pensé que 30 ans plus tard, j'en tiendrais une comme ça en main dans son environnement naturel. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je la trouve vraiment superbe. Rendons-lui sa liberté. Elle a regagné son logis. Spider-Man possède des pouvoirs extraordinaires. Mais j'espère avoir démontré avec les araignées que nous avons vues qu'il y a aussi des super-héros dans la nature. La mission de Martin est terminée. Pour Stanley, les pouvoirs naturels des araignées sont une surprise. Les araignées sont sûrement les plus douées des arachnides, et même des animaux en général. Oui, oui. Mais oui. Je comprends qu'elle vous passionne. Et si ça se trouve, je vais recommencer Spider-Man du début, car ça change tout maintenant. La prochaine fois que je pars en expédition pour retrouver mes copines à 8 pattes, vous pourriez venir avec moi? Eh bien, tout dépend de l'endroit. Si c'est une belle île exotique dans les Caraïbes, je suis partant. Ou sur la Côte d'Azur, ou dans certains quartiers de Paris, sur la rive gauche par exemple. Mais si c'est en plein milieu de la jungle, je risque d'être déjà pris ce jour-là. Sans la compagnie de Stan, Martin devra s'amuser par ses propres moyens lors de son prochain voyage, comme il l'a fait cette fois. Il y a peut-être un serpent du genre venimeux. Un aspic, par exemple. À moins qu'il soit parti à se pique-niquer un peu plus loin. J'ai dit Superman au lieu de Spider-Man. Ah, excusez. Ah non, non.